Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette 26e séance de C++. Nous allons parler ensemble des ensembles. Ce sera a priori la dernière structure de données, le dernier type de conteneur que nous verrons avant de passer à d'autres choses sur la suite de ce cours, parce qu'on a quand même fait le tour de pas mal d'exemples et de types différents. Et on va voir ça ensemble. Vous allez voir que c'est pas spécialement différent non plus de ce qu'on a vu avant, mais il fallait l'aborder parce que le comportement et le fonctionnement en interne diffèrent d'autres types que nous avons vus avant dans le cours. L'ensemble va être catégorisé, en tout cas défini tel quel, comme on le retrouverait en mathématiques, c'est-à-dire que nous allons avoir un regroupement de données qui vont être uniques. On ne pourra pas avoir des doublons en fait dans le regroupement de données que nous avons. Par contre, vous pourrez parfaitement, si vous voulez par exemple, faire des ensembles de n'importe quoi, ça ne change pas. Un ensemble de nombres, un ensemble de chaînes de caractères, un ensemble même d'un type que vous pourriez créer par la suite, ça fonctionnera très très bien. Comme pour les tables associatives ou les cartes associatives, on va retrouver deux cas. On va retrouver le cas de l'ensemble qui sera non ordonné, un ordinate set cette fois-ci. Voilà. Et on va retrouver le cas où c'est ordonné, qui est tout simplement celui-ci. Donc on va commencer par le premier, parce qu'on va avoir une petite distinction dans la manière dans laquelle les données sont rangées. Ici, ça rejoint le même principe que les cartes la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va avoir un tri qui va être effectué via des méthodes de comparaison, par exemple tri alphabétique, tri croissant, etc. Ça, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé avant. Ici, à l'inverse, puisqu'on n'a pas d'ordre en fait qui va être effectué, eh bien l'ordre se fera notamment, donc pareil comme ce qu'on avait vu avant, selon un hash. Donc il va y avoir un hash qui va être calculé à partir des éléments que nous avons, et c'est en fait suivant ce hash obtenu qu'on aura en fait un ordre d'accord différent, mais pas un ordre auquel vous vous attendez. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être remarqué dans la séance précédente que à l'affichage, quand on utilisait une ordered map, on n'avait pas les éléments en fait finalement dans le même ordre où je les avais insérés dans la carte. Donc pour comme quoi voilà, on a ce hash qui peut faire en fait différer les choses. Par contre, l'avantage de ça, c'est que ce hash est calculé à chaque fois pour chacun des éléments, et ensuite on va avoir donc un accès individuel pour chaque élément qui sera beaucoup plus rapide. Donc quand on va vouloir faire du parcours, ça va être bien plus optimisé à ce niveau-là. Donc très simplement, au niveau de l'usage, on va voir comment déclarer cette fois-ci un ensemble. Je vais utiliser ordered set. Je vais choisir de mettre des entiers pour commencer. Je vais l'appeler S comme set, et on va pouvoir comme ça choisir voilà, les éléments que je veux. Donc là, encore une fois, je vais les mettre dans ce sens-là. Il n'y a pas d'importance. Et ça ira très très bien. On va l'afficher. Donc ça ne change pas. Voilà. Je remets même plus de number, peu importe. Donc ça, ce n'est pas nouveau. On connaît. Même boucle de parcours. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir compiler, exécuter pour voir un petit peu, histoire d'avoir un petit affichage. Et voilà ce que nous avons. Donc vous voyez, c'est là que je voulais vous souligner aussi ce qu'on avait vu dans la séance précédente. Je les ai écrits dans cet ordre au niveau de l'initialisation, et pourtant on ne les retrouve pas ici. Simplement que le hash de cette valeur en fait s'est retrouvé être en fait inférieur, en tout cas par rapport aux autres. Donc ça s'est ordonné de cette manière-là. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça peut donner suivant les cas, mais de toute façon, on n'a pas besoin en fait d'avoir des valeurs ordonnées, sinon vous utilisez directement ce type-là. Donc je vais le faire d'ailleurs maintenant, parce qu'on n'aura pas beaucoup de distinction finalement entre les deux. Donc autant que je bascule un petit peu entre l'un et l'autre. Alors par contre, voilà, évidemment, je peux laisser ça. Et là évidemment, les éléments seront triés, on a des nombres entiers, donc on peut faire un tri croissant. Il n'y a pas de problème ici pour que ce soit ordonné comme il faut. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, quel type vous voulez utiliser suivant les besoins, comme ce que je vous ai expliqué précédemment. Ça, c'est la première partie, d'accord ? Les éléments ne vont pas pouvoir être modifiés, évidemment, quand on a des éléments dans notre ensemble, ils y sont et on ne pourra pas faire des modifications sur ces différents éléments. Par contre, on peut parfaitement, ça c'est absolument pas un problème, ajouter et retirer des éléments. Donc pour cela, on va retrouver des méthodes qu'on a déjà vues aussi avant. Donc les noms des méthodes, encore une fois, vont largement vous parler. Donc c'est bien pratique, à savoir la méthode insert, erase et la fameuse méthode clear qu'on connaît bien. Je vais laisser ça comme ça. On va ajouter un élément, donc je peux ajouter par exemple le 9, d'accord. Ça ne posera pas de problème dans ce sens-là. On va recompiler avant, bien sûr. Je vais un peu vite pour la compilation, tout ça, on connaît maintenant. Voilà, donc l'élément a bien été ajouté à l'ensemble. Si je tente d'ajouter, je vais le faire ici, à nouveau, la valeur 5, vous voyez, qui est déjà présente ici à l'initialisation.
bien évidemment, ce sera ignoré puisque on ne peut pas avoir de doublons dans un ensemble. Donc ça c'est important. Si vous voulez par exemple avoir un ensemble de valeurs qui ne peuvent pas être en double, ça peut être peut-être, il faudra peut-être réfléchir à d'autres spécificités également, mais ça peut être un indicateur du type, en tout cas de ce type-là à utiliser dans votre programme. Comme ça, vous pourrez un petit peu gérer tout ça. Je vérifie pas, parce que encore une fois, je peux pas le faire à chaque fois, la gestion d'erreurs ou les retours des méthodes, mais ça peut être intéressant de voir un petit peu aussi ce que ça vous renvoie. Mais encore une fois, on a de l'itérateur qui est caché derrière tout ça, et on n'a pas encore fait la vidéo dédiée à ce sujet-là précisément. Par contre, ce que je peux faire, sans problème, si je veux ajouter plusieurs éléments, pareil, on retrouve à nouveau cette syntaxe-là, d'accord, vous pouvez très bien le faire, et de dire, j'ajoute, voilà, plusieurs éléments à la fois, ce qui évite de faire un appel successif en fait à insert, vous passez par une boucle. Vous pouvez bien sûr ajouter tout un autre ensemble finalement à l'ensemble, d'accord. On ajoute cet ensemble de valeurs à cet ensemble déjà existant. Donc on peut faire ça aussi en C++ avec ce type NorDid set ou le type set bien évidemment. Ça fonctionnera aussi, à part qu'ici encore une fois, on aura un ordre conservé. Donc on va le remontrer, de temps en temps c'est bien de basculer un petit peu sur l'autre, que vous voyez la différence. Pour voir bien évidemment qu'il y a tout un ensemble de calculs en interne qui se fait pour le tri et que ça conserve toujours bien l'ordre des éléments au fur et à mesure. Donc vraiment c'est systématique la conservation de l'ordre des éléments. On a cette partie, bon ça c'est du classique, on l'a déjà vu plein de fois. Bien sûr, ça je vais le mettre en commentaire, je peux à tout moment, je vais laisser ça ici. Nombre d'éléments. Alors je dis nombre d'éléments, mais pour l'ensemble on va parler de, alors le terme en anglais utilisé c'est bucket, d'accord, comme au KFC, c'est exactement pareil sauf qu'il y a moins de poulet, et on va retrouver en fait comme ça des groupes. Donc c'est ça en fait qui va avoir un hash et qui permet ensuite d'identifier, de retrouver en fait, faire une référence si vous voulez aux différents éléments qu'on a de notre ensemble. Alors c'est des parties, c'est des concepts bien plus techniques encore une fois et qui ne sont pas forcément nécessaires à connaître ou à savoir. J'aurais pu ne pas absolument vous parler de ce principe de calcul de hash en fait, de hashcode au niveau de cet ensemble et vous auriez pu l'utiliser sans problème, sans ces informations, donc ça ne pose pas de problème. Donc ce que je vais faire c'est size. Vous savez que des fois je vous donne des petits détails comme ça, plus pour la culture générale, ou pour vous donner la curiosité et l'envie d'aller vous renseigner davantage. Mais bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas forcément, on va dire, essentiels dans les informations que je vous donne. Donc là, 7 éléments, c'est effectivement ce qu'on a, les 4 au départ, les 3 ajoutés par la suite. Donc ça fonctionne très bien. Ce que je peux faire aussi, on va remettre cette fois-ci ce code-là, c'est retirer l'élément 19 par exemple. Donc, dommage, c'est tombé sur lui cette fois-ci. On va recompiler, réexécuter, et on peut faire de la suppression, c'est ça que je ne voulais pas montrer tout à l'heure, mais bien sûr ça marcherait aussi, et l'appel à clear si je veux nettoyer la totalité de mon ensemble, donc supprimer tous les éléments que ça contient. Voilà, ça c'est très classique, c'est ce qu'on a déjà vu plein de fois, maintenant je pense que vous êtes habitués. On retrouve bien évidemment la méthode empty, je ne vais pas vous la montrer, mais je la renote aussi là, comme dans les séances que j'ai pu faire précédemment. Et par contre, une méthode dont je vous avais parlé, mais sans vous la montrer, parce que comme c'est des méthodes qu'on retrouve plusieurs fois, j'évite de vous remontrer forcément toujours toutes les méthodes, absolument toutes. Mais là, celle-là, j'en avais juste parlé dans la séance précédente, sans montrer dans du code. Donc là, je vais le faire, c'est l'occasion. C'est la méthode find, d'accord. Je vous avais dit qu'on pouvait comme ça chercher un élément ici. Et ça fera en plus comme ça une petite transition, mine de rien, avec ce que nous aborderons concernant les itérateurs, parce que find va utiliser pas mal d'éléments là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est de vérifier l'existence d'un élément dans notre ensemble. Donc je vais le faire dans une condition, enfin plutôt je vais écrire le test directement, l'appel à la méthode find, et ensuite on englobera ça dans un test, donc une petite condition. Je veux, dans mon ensemble, chercher une valeur en particulier, par exemple le fameux 5. Et si ce dernier, c'est-à-dire que find va renvoyer en fait, va faire un travail avec un itérateur, s'il trouve l'élément, vous aurez un itérateur sur l'élément, sinon en fait il sera à la fin de votre collection, votre ensemble, etc. Donc il sera à la fin, et pour cela, comme on le verra plus tard un petit peu avec les itérateurs, nous avons std end, qui désigne justement la fin. Et la fin de quoi? La fin ici de notre ensemble. Donc si nous avons cette expression qui est validée, donc on passe ça dans une condition, on pourra considérer qu'on a trouvé l'élément. En revanche, si vous voyez que le retour de la méthode find en fait est égal à std end, ça veut dire qu'on aura tout parcouru l'ensemble ici, d'accord, sans jamais trouver l'élément, donc il n'existe pas, il ne fait pas partie de cet ensemble-là. Alors là, dans ce cas de figure, je peux dire que c'est trouvé. Donc à vous de voir si vous faites le test dans ce sens, ou au contraire vous vérifiez ici une égalité, peu importe,
ça ne change rien, vous adaptez comme vous voulez. Mais là c'est plus pour dire je cherche un ensemble, donc si je le trouve, je dis qu'on l'a trouvé. Voilà. Et c'est effectivement le cas. En revanche, si j'essaye de chercher la valeur 15 dans mon ensemble, comme elle n'existe pas, et bien ici on ne rentrera absolument pas dans la condition. Donc on n'a pas d'affichage qui se fait. Comme ça, nous avons abordé ça. Et pour terminer, bon, je l'ai déjà montré, mais on ne l'a pas trop montré, donc je le refais une nouvelle fois. Hein. La répétition, c'est toujours important et toujours intéressant quand on est dans l'apprentissage, ça aide beaucoup à retenir les choses. La méthode contains, c'est du C++20. Par contre, il me semble que avant, je vous avais dit que c'était celle-ci avec C++23. Non, c'est parce qu'il y a contains qui est parmi un des conteneurs a été ajouté avec C++23. Mais dans ces cas-là, il me semble que c'est C++20. C'est arrivé un petit peu avant. Et évidemment, ils ne peuvent pas tout mettre, en fait, toutes les nouveautés d'un coup via un standard, via des nouvelles versions. Donc ça arrive, on va dire, progressivement. Et ici, bon, l'avantage, c'est d'avoir un booléen. Donc si S contient 19, donc on va dire que c'est plus rapide, pour ça que c'est un peu plus récent. Et bien, on peut dire effectivement que ça a été trouvé aussi. Voilà. Donc là, on s'embête pas, vous voyez, on fait plus référence à std_end ou begin comme on le verra plus tard, à des valeurs en fait propres aux itérateurs. Ici, on a simplement une méthode qui s'occupe de tout ça, donc ça simplifie quand même beaucoup les écritures. Et comme on renvoie un booléen, on peut directement tester ce que ça nous renvoie et de voir si on a bien trouvé l'élément. Voilà. Donc là, visiblement, il a trouvé 19, c'est bien le cas, il a été ajouté ici, ligne 16. Donc ça fonctionne très bien. Et on va pouvoir s'arrêter là. Tout simplement, je n'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Encore une fois, pour venir compléter tout ça, il nous faudra parler des itérateurs. On va avoir une vidéo dessus. J'aurais pu vous parler d'autres types, on aurait pu parler des tuples. Si vous venez par exemple de la programmation Python, si vous programmez ou vous avez programmé en Python, vous connaissez bien justement les uplets, hein, les n-uplets, on appelle ça, parce qu'en fait c'est tuple, parce que c'est un terme anglais. Ça existe en C++, vous avez std_tuple, donc ce type existe. On a également pour travailler avec une file, on a Q, on a ce type-là également, que je n'ai pas forcément montré parce qu'il est quand même très proche de la liste sur beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, dans la documentation ou ailleurs, à trouver d'autres structures de données, d'autres conteneurs en C++ que vous pouvez manipuler. Les vidéos, je vous montre jamais dans les cours la totalité de ce qui peut exister dans un langage, c'est juste pas possible, et ça n'aurait pas beaucoup de pertinence non plus, parce que le but c'est de faire le tour un peu de quelques concepts, et ensuite de vous amener à en découvrir d'autres et à vous intéresser à d'autres concepts pour compléter un petit peu vos connaissances et vos compétences. Moi je vous dis à bientôt, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On va pouvoir passer à la suite, donc on va parler des itérateurs, on va parler de plein d'autres choses, on doit aborder les pointeurs, on doit parler donc de la gestion de la mémoire, on a plein encore de concepts à faire, mais mine de rien, on est plus proche de la fin du cours, ici c'est plus que du début. Petite parenthèse aussi rapide, sur le langage C, vous aviez vu qu'on avait toutes les notions propres au langage au début du cours, et ensuite on a eu tout un chapitre sur la SDL par exemple, qui est une bibliothèque. La SDL, c'est pas propre au C, ça fait pas partie du C, c'est une bibliothèque qui a été développée en C pour pouvoir faire du rendu 2D. Ici en C++, si je tiens à aborder une bibliothèque, ce sera fait dans une autre formation. Donc je vais essayer pour les nouveaux cours en tout cas qu'on a ici, qui sont plus récents, de garder un cours propre à un langage, propre véritablement aux concepts qui sont natifs du langage. Et après, si on veut employer des bibliothèques, je pense à Qt, à GTK, peu importe en fait, on fera ça à part dans une autre formation pour séparer les choses. Donc vous inquiétez pas si vous vous dites, tiens, il y a une vidéo de conclusion de C++ qui arrive alors qu'on n'a pas vu des bibliothèques comme je l'avais dit, ce sera fait bien sûr sur une autre formation. Mais en tout cas, il ne reste plus tellement de vidéos à voir dans le cours, simplement dans le cours C++. On aura plein de choses pour compléter dans des tutos, on aura aussi bien sûr des exercices dans une playlist dédiée, mais on a quand même vraiment bien avancé sur cette formation, j'espère en tout cas que ça vous plaît bien, et moi je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos de ce cours sur formation vidéo. À bientôt.